Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer un entretien avec Frédéric Hoffman dans la série Mes entretiens avec des pros. Nous sommes avec Frédéric Hoffman. Vous ne connaissez pas encore, mais vous allez apprendre à le connaître. Comme je vous l'ai dit dans mes derniers podcasts, mon objectif, c'est de vous présenter jour après jour des professionnels avec qui je travaille, des professionnels qui sont dans l'immobilier, des entrepreneurs qui ont quelque chose de spécial et surtout qu'ils ont une certaine expérience dans le métier. Mon but, c'est de vous faire connaître une manière différente d'envisager le métier de négociateur en immobilier et peut-être d'apprendre un nouveau métier. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Hoffman. Et Frédéric Hoffman, même moi, je ne le connais pas assez, mais je travaille avec lui depuis un certain temps et j'ai envie justement que vous le connaissiez autant que moi. Et on va le découvrir aujourd'hui. Frédéric, s'il te plaît, présente-toi. Qui tu es exactement? Bonjour. Bien, je travaille sur la région de Bordeaux, effectivement, dans le métier de l'immobilier, mais tout particulièrement dans le conseil, dans l'achat d'investissement globalement, avec des particularités comme la vente du viager, où la démarche de vente, on va vraiment sortir des sentiers battus de ce que les gens pensent du viager, où on attend la mort des gens. Très souvent, les gens nous disent, c'est comme dans le film, on a toute cette référence en tête, ou alors on nous dit, si ça fait que j'aime tellement... Comment? Tu vas me donner la même référence de film que Thibaut la semaine dernière? Exactement. Tout le monde pense à ça, en fait. Il n'y a que vous, en fait. Moi, je ne connaissais pas ce film. C'est assez amusant. C'est le petit papy qui enterre tout le monde et les acheteurs n'arrivent jamais à l'acheter. Mais ça reste des légendes. Parce qu'en pratique, les gens qui vendent en viager, on fait vraiment une bonne action pour eux. Sincèrement. Tu sais quoi, Frédéric? On va parler du viager plus tard. Moi, ce qui D'accord. m'intéresse, c'est de découvrir qui est le Frédéric. Comme je te l'ai dit, on parlera du viager dans des futurs podcasts. On va rentrer dans ton métier spécifique, dans ta façon d'aborder ce métier, parce que c'est très important pour moi que tes futurs acheteurs, tes futurs clients, les futurs vendeurs qui vont travailler avec toi te connaissent. Donc, moi, je te pose une question simple. Quand est-ce que tu as commencé l'immobilier tout au départ? C'était quand? C'était il n'y a pas longtemps. C'était en 2014. 2014. Donc j'étais à l'époque, j'étais professeur. Je travaillais dans des lycées défavorisés parce que j'étais une personne qui aimait aider les gamins. Je pense que ça m'est resté dans la démarche d'aider les gens à trouver une solution au départ dans leur fiscalité. La fiscalité qui écrase la plupart des gens. Au Et on départ, m'a quel professeur, hein, le professorat, c'est-à-dire comment tu es arrivé de ça à l'immobilier? Alors j'étais prof de commerce. Oui, un prof de commerce. J'étais prof de commerce. Donc avant, j'ai travaillé longtemps dans le commerce aussi, mais pas raconter toute ma vie. Si, tu vas raconter un tout petit peu. Mon but, c'est de connaître ton parcours. En fait, l'objectif de ces entretiens que j'essaie de faire avec toi et avec d'autres personnes dans le futur, c'est de pouvoir donner un certain sens logique à votre arrivée dans le viager, par exemple, le métier que tu fais aujourd'hui. Mais tu n'as pas décidé du jour au lendemain de faire du viager, tu n'as pas décidé du jour au lendemain de faire de l'immobilier. C'est un parcours, ça ne se décide pas en un jour, ça ne se décide pas en un jour d'être indépendant. Moi, mon objectif, c'est d'être dans la base de ton fonctionnement, c'est-à-dire comment tu as réfléchi, comment tu es arrivé à cette décision, de te lancer d'abord en tant qu'indépendant déjà, c'est une question importante, et comment tu es arrivé à l'immobilier en général, et après comment tu es arrivé justement au viager. Ce parcours est important, pas simplement le résultat que tu fais du viager aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont t'écouter demain et moi j'ai envie que tu les inspires et que peut-être ils vont trouver une nouvelle voie. Parce que faire de l'ancien c'est une chose, mais dans l'immobilier il n'y a pas que ça. Et moi j'ai envie de faire découvrir justement ce nouveau métier enfin pas nouveau métier, mais une partie de ce métier qui est le viager. Et j'ai envie de leur faire découvrir ça. Mais par le biais de ta personnalité, par le biais de ton parcours. Donc explique-moi qu'est-ce que tu as fait juste avant que tu sois professeur. Tu as dit que tu travaillais dans le commerce. Tu faisais quoi exactement? Le plus simple, c'est que je commence par le départ. Alors vas-y, tu es né, quel hôpital Vas-y, vas-y. Donc, comme je Comment disais, je suis de la région de Bordeaux et après avoir fait des études de commerce, je me suis mis directement à mon compte. Je n'étais pas salarié. D'accord, t'as jamais été salarié? Alors, si, après, mais j'ai commencé par être indépendant D'accord. et j'ai monté un commerce. Lequel? Tu faisais quoi? Et j'ai fait un commerce de poissonnerie, c'est rigolo. Ouais, c'est cool. Mais quoi, Oui, c'est bien. tu allais pêcher ou tu achetais le poisson? J'achetais le poisson, je le revendais sur les marchés avec un camion magasin, etc. Ok. Donc,
J'étais jeune à l'époque, j'ai fait ça pendant 4 ans. À quel âge Ah, c'était ça? j'avais de 23 à 28 de mémoire, ou 29, je sais plus. C'était ta première affaire, c'était ta première expérience professionnelle? Ok, ok. Donc, par contre, quand on est indépendant dès le départ, ça forge l'esprit. On n'a pas le choix, on maîtrise pas tout et on apprend à ses dépens un petit peu. Donc après, j'ai travaillé dans la grande distribution, où Donc, tu là, as j'ai arrêté là d'être dans l'indépendance, tu es parti salarié dans la grande distribution. Qu'est-ce qui t'a fait changer en fait? quand on a 23, 25 ans, travailler la nuit, et, quand tout le monde s'amuse, bof. Ouais, d'accord, ok. Donc, c'était un choix de vie, c'était le confort un peu. C'est ça. Ok. Et ensuite, tu es Je parti dans Dans la grande distribution, j'ai travaillé dans la grande distribution spécialisée, j'étais pas dans l'alimentaire, en centre auto. Donc on fera pas de pub, on mérite pas. la. Et tu faisais quoi là-bas? J'étais chef de rayon, D'accord. Ok. Combien de temps? 3 ans. Là, je suis en train de te refaire ton CV. Pendant 3 ans, il est en train de se rappeler. Donc, ok, vas-y, continue. Et là, on arrive en l'an 2000, où j'ai pris notre orientation parce que j'ai été commercial dans les véhicules de loisirs. Ok. Donc j'ai vendu des mobil-homes, caravanes, camping-cars. Et j'ai appris à appréhender la vente de gros prix, de gros budgets, à me détacher de, des petites choses. Et Qu'est-ce que tu c'est as appris? important. Alors, C'est-à-dire, pardon? donne-moi un exemple de ce que tu as appris à cette époque-là. Ben, je vendais des autoradios à 200 euros et du jour au lendemain, je me suis mis à vendre des véhicules, c'est pas des voitures, hein, des véhicules à 50, 60 000. Et c'est quelque chose qui était vraiment passionnant parce que je voyais des collègues autour de moi qui avaient peur de ces budgets en fait. Et je me suis mis du jour au lendemain à aimer vendre des choses à plus de 100 000, etc. Et je me suis vraiment spécialisé dans les gros, gros, gros budgets. Tu vois vraiment une différence entre quelqu'un qui achète quelque chose à 200 euros et quelque chose à 100 000 euros? Plus aujourd'hui. Mais dans ta démarche commerciale, dans ta façon d'approcher le client, est-ce que tu vois une différence? Est-ce qu'il y a une différence d'abord? Il y a une différence fondamentale dans l'approche client. Oui, il faut, euh, il faut, je pense, bien, bien, bien l'écouter. Les gens qui commencent à dépenser de l'argent, alors avec du recul, ça devient valable sur les petits prix. Mais on prend plus d'importance quand le prix est élevé. Il y a un grand respect qui se met en place, de bien écouter. Et quand on écoute tout, et bien comme il faut, les gens nous racontent tout, toute leur vie. On leur a rien demandé. Et là, ils nous donnent les éléments qui seront utiles à être précis et surtout à répondre à leurs besoins, puisque on va se mettre à leur place, il y a une idée d'empathie qui se met en place. J'ai trouvé cette expérience vraiment très, très enrichissante. Alors, je ne l'ai pas fait assis sur une chaise en concession, puisque 2 ou 3 ans après le départ, je suis parti vendre ces véhicules-là sur les salons, où j'ai appris là, de nouvelles choses, c'était la vente en one-shot. En fait, tu arrives à vendre dans les salons quelqu'un qui passe, qui s'assoit et qui signe un bon de commande. Ouais, on fait ça, donc ça peut durer entre 2 jusqu'à 5, 6 heures, ça m'est déjà arrivé. Donc, et les gens sont contents, hein, c'est pas du forcing, ils sont là pour ça. Ok. Combien de temps ça a duré tout ça? Donc ça a duré jusqu'à ce qu'il y ait un tournant en 2008 quand il y a eu la crise. Et j'ai vivoté pendant 2 ans, puisque c'était vraiment 2 années de flottement. Et en 2010, j'ai envoyé mon CV au rectorat de Bordeaux en leur disant bah, que je pouvais contribuer à partager mon savoir avec les élèves. Ils m'ont recruté. Ils m'ont recruté, donc j'ai fait des remplacements à temps plein, tout allait bien. Et on s'aperçoit que dans l'administration, bizarrement, il y a des passe-droits et on n'a pas toujours les postes quand on le souhaite. Et 2 dernières années, donc en 2013, 2014, c'était un petit peu plus compliqué. J'avais pas de poste en entier.
Donc financièrement, il faut vivre après, hein. Donc j'ai répondu à une annonce, Tu étais prof dans quoi? De commerce, tu me disais? D'accord. commerce. Tu enseignais quoi? Globalement, j'enseignais l'économie, le droit et le commerce. À quel genre de personnes? À des entrepreneurs ou à des élèves? Ou à quel âge? Des élèves qui ont entre 15 jusqu'à 22 ans et plus âgés, puisque je suis intervenu en faculté aussi. D'accord. T'as aimé faire Voilà. ça ou pas? Ah oui, c'était sympa. Moi, C'est j'adore la très, formation. c'est très sympa, surtout qu'ils sont demandeurs et puis on est en terrain vierge, donc ils écoutent quand même. Hmm. Alors, l'anecdote la plus amusante, c'est des élèves qui ne sont pas intéressés par la matière. En économie, quand on a 15 ans, l'économie, ça passionne pas forcément. Mais j'ai toujours tourné les cours autour de l'argent qui pourrait, eux, en bénéficier un jour. Et quand on a 15-16 ans, on est tous intéressés par l'argent, donc voilà, je tournais mon cours autour de ça, c'était amusant. Ça passe mieux. C'était une anecdote. Ça passe mieux. Mais et c'est de là-bas que tu as commencé à faire autre chose? Ça- Voilà, donc en fait, un jour, je vois passer une annonce sur le Bon Coin, recherchons commercial, rendez-vous fourni, grosse commission. Je me suis dit, c'est pour moi. Bien sûr. Donc, de fil en aiguille, j'ai eu des entretiens, j'ai été recruté, on m'a formé. Et de fil en aiguille, rendez-vous fourni n'était pas là. Comme job, en tant que dans l'immobilier, c'était quoi? Dans l'immobilier neuf, En neuf. typiquement dans la... Ok. Donc, je travaillais Donc, avec des profils en direct. j'ai travaillé pour un cabinet qui faisait du neuf, en allotement, des petits programmes. J'ai fait plein de ventes et plein d'annulations, puisque la méthode de vente, il fallait l'adapter, il fallait apprendre. J'ai appris à mes dépens, en fait. On apprend tous les jours de ses erreurs. Et de fil en aiguille, j'ai changé 3, 4 partenaires. Et entre mon partenaire actuel et l'ancien partenaire, j'ai rencontré par hasard, je tombais sur une annonce aussi sur un site qui s'appelle agentco.fr, je crois. Une annonce d'expert viager. Pareil, rendez-vous fourni, tout va bien, c'est facile. Et sans faire exprès, j'ai cliqué avec la souris sur envoyer votre candidature. J'avais pas fait de lettre. J'avais envoyé un vieux CV. Et un jour, Christophe Gauthier, responsable expert viager, me téléphone. Je m'en souvenais pas du tout, donc il te le confirmera. On s'est présenté, puis le contact est bien passé, et ma foi, ça m'a vraiment intéressé la démarche de, comme je le disais en début d'entretien, de trouver une aide pour ces personnes, de leur apporter quelque chose, et j'ai trouvé ça sympa. Et Doucement, tu hein, vas trop vite, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Tu as envie de finir cet entretien, mais j'ai pas envie d'arriver si rapidement au viager. Vous êtes tous pressés de vous raconter votre vie là tout de suite maintenant. Je veux savoir ce qui s'est passé pendant le neuf. À cette époque-là, comment tu travaillais réellement quand tu vendais du neuf? Quel genre de clientèle tu avais, etc. Donc, comment tu as commencé réellement? en fait, au départ, quand on est professeur et qu'on sort d'un métier avec de travailler sur toute la France avec dans des salons, on n'a pas de réseau. Hmm. Donc, on me disait, il faut créer un réseau, il faut créer un réseau, mais sans méthode, même aujourd'hui, c'est toujours compliqué. Donc, on m'a dit, mais vous allez avoir des rendez-vous fournis. Donc, j'ai travaillé effectivement ces contacts fournis en rendez-vous, euh, et avec ces rendez-vous de plus ou moins bonne qualité, plutôt moins bonne d'ailleurs, c'est là où on arrive à proposer, donc à créer le besoin, puisque les gens nous attendent sans avoir besoin de rien. Mais c'est des gens qui avaient un rendez-vous pour acheter dans le neuf ou pour défiscaliser? C'était quoi? C'était des rendez-vous tapés dans le dur, comme on dit. Taper dans le dur, ça, hein, les professionnels qui vont nous écouter bah, savent ce que ça veut dire. Ils ont besoin de rien. On leur dit, vous payez des impôts? Oui, bah, écoutez, je vous propose un rendez-vous pour en payer moins. Avec ça, il faut se débrouiller, quoi. Combien de temps ça dure un rendez-vous pareil? Quand tu arrives, tu dois éplucher la vie de la personne qui est en face de toi, non? Alors, c'est un rendez-vous sans aucune arrière-pensée qui est basé sur la confiance. La confiance, elle se gagne, on ne l'achète pas. Donc, on est obligé de faire minimum 3 rendez-vous.
Donc, il y a un premier rendez-vous de mise en relation qui dure. Il ne faut pas qu'il dure plus d'une demi-heure, sinon c'est trop, on s'est trompé. De présentation, et au premier rendez-vous, on va aller chercher un rendez-vous d'études. Donc, qu'est-ce Premier qui rendez-vous. en général et qu'est-ce que tu fais là-bas? Dans ce premier rendez-vous, et on se présente, on dit, on demande qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi l'objectif? Pourquoi vous avez accepté ce rendez-vous? Quand on nous dit, parce qu'on me l'a proposé, je lui dis évidemment. Vous imaginez que si on nous disait oui à tout le monde, on serait un petit peu débordé. Donc ils ont quand même une arrière-pensée, une idée. Pour moi, c'est de présenter le métier et de voir s'il y a vraiment un besoin, mais sans juger, sans a priori. S'il y a vraiment un besoin, on détermine ensemble un rendez-vous, on fera une étude personnalisée pour voir si on peut leur trouver une solution dans leur problématique ou répondre à un objectif. Quel genre de personnes tu pouvais aider à cette époque-là, lorsque tu faisais de la défisque? Tous les gens qui, a priori, paient des impôts. Tout le monde paye des impôts sur le principe. Oui, mais tout le monde n'est pas éligible parce que ceux qui n'ont pas mis en place leur résidence municipale. Donc en fait, payer des impôts et avoir un objectif, ce sont deux choses différentes. Et sincèrement, tant qu'on ne m'a pas dit pourquoi, quel est l'objectif de la démarche, il n'y aura pas d'issue. Parce que si on me dit juste c'est pour réduire mes impôts, on travaille moins, on se marie, on a 3 gosses, voilà, mais payer moins d'impôts, c'est pas ça. Aujourd'hui, la défiscalisation dans notre pays, sont des outils d'épargne. Pas plus. Ok. Donc, à ça, c'est partir de là, le rendez-vous. oui. Et après le rendez-vous, il se passera quoi? On va éplucher les dossiers, on va faire quoi? Alors, au premier rendez-vous, en fait, on fait ce qu'on appelle un audit ou une étude patrimoniale, quelque part, avec combien ils gagnent, est-ce qu'ils ont bien fait des déductions correctement, est-ce qu'ils ont, euh, est-ce qu'ils ont bien fait leur déclaration, est-ce qu'ils ont déjà fait des investissements, est-ce qu'ils sont éligibles, qu'est-ce qu'ils ont comme crédit, etc., etc. Donc, on fait vraiment une analyse complète et on va déterminer s'ils mettaient en place un projet, combien est-ce qu'ils pourraient mettre de leur épargne mensuelle, combien est-ce qu'ils consacreraient à ce budget pour pouvoir faire vivre un projet. Entre toi et moi, Frédéric, il n'y a personne qui nous écoute là tout de suite. Est-ce que la défiscalisation, telle qu'on nous le présente en général, est-ce que c'est de l'arnaque ou c'est de la vérité? On défiscalise vraiment. Pour moi, il n'y a que les maths qui parlent. Et donc, vas-y, raconte-moi. Donc, avec des outils mathématiques, on sait qu'aujourd'hui, on a placé une petite épargne, je ne sais pas, mettons 300 euros par mois. Et avec l'impôt, ça fait un effet boule de neige. Et on va vraiment créer un capital à N plus 10. Ce n'est pas une arnaque. Ça veut dire que si on mettait cette épargne sur un livret A ou une assurance vie, on aurait évidemment un petit pourcentage de rapport qui est proportionnel à l'épargne engagée. Mais les impôts, ils auront fuité pendant 10 ans. C'est une mécanique de récupération d'impôts décalée dans 10 ans. Non, c'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque si on passe par toi. C'est pas une arnaque en général. C'est pas une arnaque si on est conseillé, effectivement. Parce qu'au-delà du montage financier, il y a le choix du bien. On fait pas n'importe quoi. Et là, on va rejoindre l'immobilier ancien, en fait. Combien c'est vendu à un certain prix sur le marché? Alors, on a des outils pour ça. On ne peut pas pressentir combien il va se vendre aujourd'hui, mais combien ça s'est vendu dans le passé, oui. Il y a des outils qui ont un caractère légal, que le guide des valeurs vénales, par exemple. Alors, c'est un outil parmi d'autres, mais ça nous fait des bases, notamment pour connaître le prix du neuf. Si on nous propose un prix qui va être 15% de plus que celui du marché, on ne l'achète pas. Sauf si on aime le quartier ou on a des idées précises. Mais s'il est moins cher, ça tient la route. Est-ce que tu as arrêté de faire la défisque depuis? Non, je continue. C'est une casquette supplémentaire que tu as ajoutée, qui est le viager. C'est venu plus tard. Quand j'ai contracté le contrat viager,
J'étais vraiment avec un partenaire qui n'était pas sérieux. J'avais un encadrement qui n'était pas sérieux. Et le partenaire, quand on a creusé, il n'était pas sérieux non plus. Donc j'étais vraiment parti pour ne faire que du viager. Mais le marché sur Bordeaux est quand même très compliqué. Donc je Pourquoi? vais dire que parce que ben, il suffit de regarder. On tape Bordeaux sur Google, immobilier, on va Ouais. s'apercevoir que les prix ont flambé. Il n'y a pas d'offre dans le traditionnel, hein. Et dans le viager, il y en a très 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 peu. Il y a une mainmise des notaires qui est incroyable. Donc j'ai beau travailler le réseau notaire, c'est difficile. Il y a très très peu d'offres. Direct, c'est ça que tu veux dire? Pardon? Les notaires font des ventes en direct, c'est ça que tu veux dire? Oui, et puis travailler avec leur réseau qui existe depuis de nombreuses années. Donc moi j'arrive de la fleur au fusil il y a 2 ans maintenant. J'ai quelques notaires que je connais, mais l'offre n'est pas assez démocratisée. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas suffisamment. Donc le viager, je pensais, à Pourquoi t'es juste resté titre, sur Bordeaux alors? Pourquoi t'es resté sur Bordeaux? parce que j'y habite. Et alors, ça change rien. Il y en a qui déménagent. Non, parce que ben, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc on a une vie. Ok, J'ai pas 25 ans. ouais, d'accord. T'as quel âge justement? Je t'ai pas jamais posé la question. T'as quel âge? 45? Pourquoi tu dis ça avec timidité? C'est bien 45. 47? Ah oui, c'est normal. Ok. Donc, tu as continué là-bas, mais tu as changé de partenaire au final dans la défisque, c'est ça? Oui. Donc un jour, je sais pas comment, j'ai reçu un coup de fil parce que je n'avais jamais laissé mon téléphone, même sur les réseaux sociaux professionnels, je laissais que mon mail. Et un jour, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit ouais, on développe Bordeaux, est-ce que vous seriez intéressé? Bah, j'ai dit non, non, je suis pas intéressé. Bon, j'ai réfléchi, je l'ai rappelé quand même. Moi, en général, quand on me propose quelque chose, je dis d'abord oui. Et après, j'écoute. Et après, je dis non ou oui. Ça dépendra. Et je Non, ferme jamais les portes, moi. je dis rarement oui tout de suite. Il faut Non, savoir c'est-à-dire, se faire des. moi, j'écoute. Moi, j'écoute. Alors, Vas-y. j'ai écouté, j'ai regardé leur truc, et puis alors j'ai dit non tout de suite parce que j'étais en train de faire de valider ma formation IOBSP. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un intermédiaire en opération de paiement, avoir le droit de prendre des pièces juridiques pour monter des crédits, etc. Ainsi que ma formation IAS pour pouvoir avoir le droit de proposer des contrats d'assurance vie ou d'assurance décès liés au prêt. Et comme j'étais sur cette passade, ça faisait 3 choses. Ça faisait un peu beaucoup. Expert viager, la formation, plus rechanger de cabinet. Côté, tu as plusieurs casquettes. Est-ce que c'est si utile que ça d'avoir autant de casquettes? Ben, pour être dans la légalité, oui, il vaut mieux. Oui, mais est-ce que, au final, tu as plusieurs services que tu proposes à tes clients? C'est-à-dire, quand tu as un acheteur en face de toi, il pourrait être une personne qui voudrait défiscaliser, comme ça pourrait être une personne qui aurait besoin d'un crédit, comme ça pourrait être une personne qui aurait besoin de viager. Donc, au final, c'est bien ou pas d'avoir plusieurs casquettes? Ou est-ce qu'à la fin, tu es un peu perdu et tu Il as y a trop. trois démarches sont différentes. La première démarche, on me demande d'aller voir des gens en viager. La deuxième démarche, on me demande d'aller voir des gens en défisque. La troisième démarche, c'est du parrainage. On m'a demandé d'aller voir un tel de la part d'un client. Donc, suivant l'origine du contact, si on me demande d'aller voir un viager, la défisque, il n'en a rien à faire. Si on me demande d'aller voir du neuf, le viager, ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne peux pas mélanger les actifs, en fait. Par contre, si on parle de parrainage, ben, la porte est ouverte et je vais sans doute parler du conseil en investissement immobilier. Le viager en étant un. J'ai une question pour toi. Est-ce que ça serait pas mieux pour toi, c'est une vraie question, hein. Est-ce que ce serait pas mieux pour toi de choisir un chemin, que ce soit la défisque, le courtage ou le viager, et de faire que ça? Est-ce que ça serait pas une bonne idée ou ça l'est? Alors, c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée, ouais.
Mais tu as jamais songé, c'est ça? Bien sûr que j'y ai pensé. D'ailleurs, il y a quelque temps, je pensais faire un stop sur le viager. Ouais. Donc, Euh, arrêter le viager ou continuer à faire que de viager? non, non, arrêtez le viager. Ok. Arrêtez le viager. Pourquoi? Parce que bah, quand j'ai des partenaires qui ont 25-30 mandats, moi sur mon secteur, j'en ai 4. Alors, il y en a 3 autres qui valent rien, mais réellement, il y en a 4 et c'est pas le cœur de cible des acheteurs de viager. Donc, il y a des ouvertures qui se mettent en place. C'est pour ça que je suis resté, parce que j'attends d'autres possibilités de commercialiser ces biens avec hors du circuit de l'acheteur lambda, du particulier. Et puis, les gens avec qui je travaille sont vraiment des personnes qui sont autour de mon âge. C'est vraiment très sympa, tout se passe bien. Donc, j'ai une relation, on va dire, humaine aussi avec les partenaires. Donc, me désengager de quelque chose où ça se passe bien et finalement ne sont pas trop chronophages. Est-ce que tu as déjà essayé d'aller dans l'ancien ou pas du tout? J'ai pas compris, pardon. Est-ce que tu as déjà essayé de travailler dans l'immobilier dans l'ancien? On a une mauvaise connexion. Est-ce que tu as déjà essayé de travailler ou d'envisager de travailler dans l'ancien, dans l'immobilier traditionnel? Là, par contre, ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Pourquoi? Parce que j'ai une vision poussiéreuse du métier. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand on vend de la défisque, en général, on parle plutôt chiffres, c'est-à-dire qu'à aucun moment on fait la visite du bien. On est en Mm. général en face à face du client, on parle de ses chiffres, de ses projets, de son envie d'investir, et très peu du bien. C'est vrai ou pas? La tendance a quand même. Attends, pardon. C'est une tendance qui tend, excuse-moi du mot, qui tend à changer. Aujourd'hui, C'est-à-dire, les gens sont. C'est-à-dire que il y a quelques années, on avait une solution fiscale à proposer aux gens. ouais. Aujourd'hui, les gens qui habitent Lyon vont vouloir acheter à Lyon, les gens qui habitent Bordeaux à Bordeaux, Marseille à Marseille, etc. Donc, ils sont vraiment axés sur leur secteur. Beaucoup, avant de s'engager, c'est leur choix, hein, vont voir physiquement l'environnement. Et je me suis aperçu aussi avec du recul que, parce que j'ai expérimenté plusieurs partenariats en fait, avec des personnes qui ne faisaient que des solutions fiscales, et avec le partenaire que j'ai aujourd'hui, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 4. Parce que il y avait une solution locale, environnement qui leur convenait, et ça a été l'élément déclencheur, ce qui n'était pas le cas avant. Mais tu ne vends pas des produits en défisque qu'à Bordeaux. Et Toi, personnellement, tu vends que des produits locaux en défisque. moi, je vends ce que les gens veulent acheter. Oui, par exemple, Ou, c'est pas compliqué de vendre non. un produit en Guadeloupe ou quelque part d'autre en France. Il n'y a pas trop de différence, ou s'il y en a une. Alors moi, je sais le faire, mais on n'enlève pas dans la tête des gens l'idée qu'ils en ont peut-être, je dis bien peut-être, en pratique, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Peut-être de ce qu'ils ont du futur. Je le récupère pour moi, pour mes enfants, pour mettre papy, pour y vivre en résidence secondaire, etc. Un exemple que j'aime bien citer, j'ai un client qui est chirurgien dentiste et à qui j'ai vendu un bien. Il y a eu un élément déclencheur. Je lui ai dit, vous pouvez peut-être investir et récupérer ce bien quand, plus tard pour partir en vacances l'été. Je lui dis, pourquoi vous n'irez pas à Biarritz? Et tout de suite, ses yeux ont brillé. Il me dit, ben oui, ça m'intéresse. Ah ouais. Et il a acheté à Biarritz, en défisque. Mais moi, je connais beaucoup de CGP qui font ça. C'est-à-dire, ils ne vendent pas spécialement dans la ville où les gens habitent. Mais non, il Moi, y a je une suis moi, je ne comprends pas réellement la différence lorsque on parle de
de défiscalisation où les gens vont plutôt parler chiffres et investissement dans le futur, où on achète aussi des produits dans le neuf, donc c'est en construction, et avec le viager par exemple. Le viager, c'est pratiquement la même chose, c'est un investissement immobilier. Alors bien sûr, je connais le viager maintenant très très bien, mais sur l'idée de base, la personne qui achète en défisque, elle va investir, la personne qui va acheter en viager va investir aussi. D'un côté, Question, hein, comment? c'est une question, je pense, de présentation. Oui. Je m'explique. Où on fait un investissement, l'impôt peut le financer, où on va défiscaliser et puis avoir une solution fiscale qu'on récupérera un jour ses impôts. C'est pas pareil. Parce que les gens veulent y mettre leur âme dedans, dans cette histoire. Et quand Oui, ils se disent, la majorité du temps, les négociateurs en viager me disent que la plupart de leurs clients sont des investisseurs. oui, Donc, dans la défisque, c'est aussi des investisseurs. D'une certaine manière, c'est des particuliers qui payent des impôts, mais ils se mettent dans la peau d'un investisseur pour mettre un peu d'épargne, pour acheter quelque chose qui va leur être utile dans 9 ans ou dans 15 ans. Mais en viager, c'est la même chose. Imaginons qu'on ne pouvait pas faire visiter le viager. Ça pourrait se vendre comme de la défisque, non? tu as raison. Tu as raison, mais moi, personnellement, j'ai jamais eu ce cas de figure. Mais on peut l'envisager, oui. Tu penses pas que J'ai c'est pas parce beaucoup. que viager, non, parce que moi, ça me donne plein d'idées. Tu penses pas que le fait qu'il n'y ait pas de bien à faire visiter dans la défisque facilite la décision? C'est-à-dire que si jamais tu devais, si jamais tu vendais de la défisque avec des biens déjà construits, donc tu n'aurais pas le choix de faire des visites, oui ou non? J'ai pas bien compris, pardon. Alors, je vous explique. Le fait qu'en défisque, tu n'as pas le bien réel, Oui. n'est pas construit. Donc le fait que tu ne l'aies pas se produit, donc tu ne peux pas faire de visite. Donc les gens n'ont pas le choix. Ils sont obligés de te croire sur parole, ils sont obligés de regarder les plans. Mais le fait qu'en viager, le bien existe, ça pousse les gens à vouloir faire la visite. Mais en réalité, il n'y a pas de grande différence dans les deux cas. Dans les deux cas, c'est des investissements dont ils n'auront pas la possibilité d'en bénéficier tout de suite. Et donc, ce que je Alors, voulais, là où je voulais en venir, c'est que qu'est-ce qui t'empêcherait demain à Bordeaux de vendre du viager à Paris? rien. Rien, on me l'a déjà demandé, évidemment. Après, avec le partenaire expert viager, pour ne parler que d'eux, euh, il n'y a pas non plus 500 millions de biens à vendre. Donc, je réponds toujours, quand je réponds à une demande de personnes sur du viager, c'est parce qu'ils ont repéré un bien que j'ai moi, et moi, je l'ai au téléphone. Hmm. La demande, elle est quand même assez restreinte. J'ai peu de demandes, finalement. Mais la question, elle est très fondée, et effectivement, il n'y a aucune objection. D'ailleurs, en pratique, quand je fais visiter un bien en viager, la visite est très, 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 très rapide. Les gens ne s'attardent pas comme pour y vivre, c'est faux. C'est très rapide, ils voient vite fait comme ça, et puis ils voient juste l'environnement et ils prennent une décision si ça leur plaît ou pas. Aujourd'hui, est-ce que la défiscalisation, parce que après on va passer au viager, mais est-ce que dans ton métier de la défiscalisation, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté d'une opportunité de défiscaliser ou pas? Sur toutes les personnes que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie de tous les jours, combien sont au courant réellement de la défisque? Tous les gens que je rencontre sont au courant que ceux qui ont déjà fait quelque chose. Les autres ne savent pas. Dire, Donc il sur y en la a quand même très peu. française de gens qui recherchent à acheter aujourd'hui dans l'immobilier. Enfin, disons que dans tous tes clients cibles, combien sont vraiment au courant qu'il y a des opportunités dans la défisque? Tu vois de quoi je parle ou pas? C'est pas quantifiable, je ne sais pas le dire. Dans l'état d'esprit. Est-ce que, en fait, mon idée, ma question, elle est beaucoup plus simple en fait. Est-ce que il y a un manque à gagner pour les acheteurs en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent pas assez à la défisque alors que c'est une opportunité pour eux? Est-ce que Oui, tout le monde, en fait, est-ce que tous les clients potentiels acheteurs qui achètent aujourd'hui dans l'ancien, est-ce que tout le monde devrait s'intéresser à la défisque? oui, je vais Est-ce te que dire pourquoi. demain t'appeler pour avoir des conseils? En fait, le problème aujourd'hui, les gens se tournent vers qui normalement pour faire des placements d'argent? En premier, ils vont voir leur banque. Ben oui. Et qu'est-ce qu'ils Mais proposent la banque?
Elle Elle proposera. elle propose plus rien comme autrefois. Les conseillers n'existent plus. Donc, ils sont paumés et il y a cette histoire de référent. C'est qui leur référent en investissement immobilier? Beaucoup vont après voir tout seuls des bureaux de vente de neuf, mais ils se sont trompés. Puisque dans les bureaux de vente, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, ils donnent pas de conseils. C'est là où le rôle que je pense avoir, c'est de combiner les deux. Donner un conseil, et si la finalité est l'achat d'un bien immobilier, ils auront vraiment eu la réponse à leur question. Mais au départ, ils ont besoin d'être rassurés, de comprendre le système, ils ne comprennent rien. Pour faire plus simple, est-ce que tout le monde devrait s'intéresser à la défisque? Au moins s'y intéresser, pas spécialement investir. Est-ce que tout le monde devrait savoir de quoi ça parle? Oui, pourquoi? Mais encore une fois, c'est très simple à comprendre, parce que tout le monde met de l'argent de côté. Ceux qui n'arrivent pas à en mettre, ceux-là, on ne leur parle pas, ils n'ont pas de sous. Est-ce qu'ils ont la possibilité, ces gens-là, de t'appeler? Mais évidemment. Ah, non, non, c'est-à-dire, est-ce que réellement tu donneras des conseils à des gens qui t'appellent, Oui. voilà, Monsieur Hoffman, j'ai envie de savoir un peu plus sur la défisque. Est-ce que tu peux aider ces gens-là en entretien téléphonique ou autre? Je le fais tous les jours. Tous Tous les les jours, jours. je le fais. Pas simplement à des clients que tu as en lead. Hein. D'accord. Donc, ça va faire un petit appel qu'on va faire sur les réseaux sociaux parce que moi, je pense réellement, en fait, quand je te pose ces questions, c'est parce que j'ai la réponse derrière. Moi, je sais très bien qu'il y a, de toute façon, je viens de recevoir, il y a 2 secondes, là, il y a quelqu'un qui envoie, ça arrive chez moi parce que ça passe dans mes mails et bon, j'ai une petite notification, il y a quelqu'un qui recherche tout de suite maintenant de recherche sur un appartement à acheter dans l'optique d'un investissement locatif à long terme à Paris. Ce gars-là, c'est un investisseur. Ce gars-là, il pourrait acheter du viager tout de suite. Il pourrait investir sûrement s'il fait des investissements, donc il paye ou pas pas mal d'impôts sur ses revenus et autres. Ce gars-là, il est obligé d'avoir des conseils. Il est obligé de te parler. La question, c'est est-ce qu'il l'a fait déjà? Est-ce que donc voilà, moi ce que je vais faire là, c'est je vais faire un petit message subliminal, mais qui n'est pas du tout subliminal, mais dans l'objectif, c'est de faire. La dernière fois, je t'en ai parlé, mais je compte faire quelque chose avec toi de ce point de vue-là. On fera une conférence dédiée aux acheteurs et aux vendeurs et on parlera que de défisques. On va faire une petite vidéoconférence. Je vais sûrement créer le lien au moment où je vais publier cette vidéo et on va décider d'une date, peut-être dans un mois ou dans 2 mois. Mais je pense que c'est le moment ou jamais de faire une conférence préparée comme il le faut pour sensibiliser tout le monde. Ce sera une conférence gratuite où les gens pourront venir t'écouter et, euh, et découvrir ce que c'est que la défisque. Moi, je pense pas. Bien sûr, quand je t'ai posé la question, c'était une arnaque ou pas, je sais très bien qu'il y a des gens qui pourraient arnaquer et je sais très bien qui tu es. Sinon, je ne te mettrais pas derrière le micro et je ne parlerais pas avec toi si je pense que tu es, un arnaqueur. Je pense pas ça. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vendent n'importe quoi. Et si jamais j'ai envie de faire un entretien avec toi, c'est parce que je sais que tu es quelqu'un de confiance, quelqu'un d'honnête et d'intègre et j'ai envie justement que les gens bénéficient ton savoir. Et alors, que ce soit les négociateurs qui existent et qui vont qui vont t'écouter en vidéo ou en podcast, il y a aussi des clients que j'ai envie d'atteindre, des acheteurs potentiels, des investisseurs potentiels, j'ai envie qu'ils t'écoutent, j'ai envie qu'ils te parlent. Mais je sais aussi que si jamais tout le monde reçoit ton numéro de téléphone maintenant et que tu risques d'être harcelé au téléphone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer tout à l'heure une date juste après notre entretien et on fixera une date pour une conférence qu'on mettra gratuitement, qu'on diffusera. Et toi, tu feras une présentation qui durera peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure sur ce que c'est que la défiscalisation, pourquoi c'est intéressant pour tout le monde et comment ils pourront au final en bénéficier grâce à toi ou pas. Ils se déplaceront ou pas à Bordeaux parce qu'on va te parler sur toute la France. En réalité, est-ce que tu es capable d'aider quelqu'un qui est à Paris? Oui, j'ai déjà fait. Est-ce que tu es capable d'aider quelqu'un qui est à Marseille ou qui est à Lille? Il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? Quand on parle de défiscalisation, peu importe où on est en réalité. Oui ou C'est non? vrai. Aujourd'hui, il y en a un peu Oui, partout c'est en vrai. France. Donc, tout C'est tout simplement la parce qu'en fait, dans le concept de travail, j'ai sans prétention accès à tout et je le prouve à tous les programmes et je peux répondre. Déjà, on peut travailler par courrier, c'est pas compliqué. Se déplacer quand il faudra, c'est pas compliqué. ouais. C'est plus comme il y a 30 ans. Mm. Surtout aujourd'hui, tu vois, on fait de la vidéoconférence du matin au soir, donc ce ne sera pas du tout un problème. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place avec toi parce que euh, aujourd'hui, je parle à des milliers de personnes tout au long de l'année grâce à la vidéoconférence. Les réseaux sociaux nous apportent la possibilité
de parler à plein de gens. Et ces gens-là qui nous intéressent et qui ont potentiellement besoin de toi, ils ne savent pas que tu existes. Toi, tu es dans ton microcosme bordelais et personne ne sait que tu existes. Enfin, tes clients le savent, mais la France entière ne sait pas. Et ça serait dommage, en fait, que les gens passent devant Frédéric Hoffman et qu'ils passent devant, à une lettre près, tu étais Kaufman, mais tu es un grand promoteur, mais non, tu fais de la défiscalisation. Donc, on fera ça. Tu es d'accord avec moi ou pas? Dans 2 mois, ça te va? Cette date? Dans deux Avec mois, plaisir. le temps de communiquer, le temps de se préparer, le temps d'amener du monde. Potentiellement, il pourrait y avoir 1000 personnes ou 2000 personnes dans cette conférence, on ne sait pas. Hein. Mais tu vas bien te préparer, tu vas faire une belle présentation. Donc maintenant, tu étais dans la défisque et puis il y a Christophe qui t'envoie un mail. Christophe Gauthier, que je salue et que je connais. Et toi, et la semaine dernière, j'étais en train de parler avec Thibaut. Vous travaillez tous dans la société qui s'appelle Expert en viager, dirigée par Guillaume Attala. C'est une très bonne boîte. Et comment tu as commencé là-bas en fait? Quelle est la grosse différence entre la défisque et le viager, réellement? On a une double relation. D'abord, une relation presque affective avec les vendeurs, les apporteurs de biens, en fait, puisque c'est la base. C'est la base, c'est d'avoir une offre qui va créer un contact avec des éventuels investisseurs ou acheteurs. Et cette relation, elle est quand même très forte. Et ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Alors, comme je le disais en début d'entretien, on apporte un vrai plus à une solution, à un besoin qu'ils ont. La meilleure preuve, c'est que quand certaines personnes nous confient le bien et qu'ils ne démordent pas du prix, ils ne peuvent pas faire autrement, bien, on maintient le contact. Et à un moment donné, si c'est pas vendu, ben, des fois, un des deux conjoints décède. Ils se libèrent de ce projet qu'ils avaient de vendre. Et vraiment, on a créé un lien très fort. Et à côté de ça, donc, on a aussi un lien avec les éventuels investisseurs qui nous laissent leurs coordonnées en disant, s'il vous plaît, c'est vraiment un viager que je veux, je suis habitué, gardez mes coordonnées, quand il y a quelque chose, je suis prêt. Donc on a une banque d'acheteurs qui est prêt à dégainer, euh, mais on n'a pas de biens. Donc en fait, on a vraiment une pénurie de biens, mais malgré tout, c'est pas du tout le même approche que le neuf. On Pourquoi, est, pourquoi c'est pas si connu que ça, le viager? C'est quoi ton avis parce là-dessus? qu'il y a toujours deux cas de figure. Il n'y en a pas trois. Les gens qui nous disent, qui parlent de la mort de la personne, etc., ceux-là, ils n'achèteront jamais de viager. Enfin, je m'en suis pas encore rendu compte. Je me trompe peut-être. Je parle des investisseurs. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y a des personnes qui nous appellent forcément parce qu'ils ne savent pas. Ils découvrent. Donc on leur explique le système. Et quand on nous parle, oui, il meurt quand, etc., c'est mort, ils n'achèteront rien. Ou alors il y a l'autre qui dit, c'est un investissement, le bien subit une décote parce que c'est un viager occupé, ça vaut le coup, même, peu importe, même si ça dure longtemps. Voilà. Quand on a cette démarche-là, ça marche, ça fonctionne. Mais c'est pas ça ma question. Tu m'as répondu à une Pardon. autre question. Ma question, c'est pourquoi il y a une pénurie de biens? Pourquoi une pénurie de biens? Parce que c'est pas connu. Parce que c'est pas connu, on a la même. Je suis parti là. Oui, je sais pourquoi j'ai répondu à côté. On a la même philosophie de dire c'est malsain. Le vendeur pense ça? L'acheteur, Oui, mais pourquoi il y a une pénurie de biens au final? Pourquoi au final il n'y a pas assez de gens âgés? Parce que d'après ce que je sais, ça pourrait intéresser n'importe quelle personne au-dessus de 65 ans de mettre son bien en viager. Ça pourrait être intéressant pour lui, 65 à 70 ans. Mais pourquoi ces gens-là n'ont pas le réflexe aujourd'hui, au lieu de mettre leur bien à la vente sur le bon coin directement, pourquoi n'ont pas le réflexe de le mettre en viager? D'abord, est-ce que c'est un avantage pour quelqu'un qui vend son bien de le mettre en viager? Quels sont les avantages? Dis-moi ça. les avantages du vendeur. Oui, du vendeur. Je veux parler que du vendeur là. Ben, si le vendeur a une petite retraite, Oui. si le vendeur n'a pas d'enfants, ou s'il veut déshériter ses enfants, et qu'il veut jouir de la vie en étant détendu jusqu'à ce qu'il décède et qu'il n'ait pas à payer une personne pour venir prendre soin de lui, parce que finalement son patrimoine, il est payé et il veut en jouir jusqu'au bout, bah, il a une rentrée d'argent régulière tout au long de sa vie jusqu'à ce qu'il décède. Donc C'est c'est un qu'une avantage question d'argent. au final, non? Pardon?
Pour les vendeurs, c'est un avantage pour eux. Ah, c'est énorme. Alors C'est énorme. pourquoi il y a une pénurie de biens? Pourquoi c'est pas assez démocratisé cette chose-là? Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'état d'esprit des vendeurs? D'abord, peut-être qu'ils ne connaissent pas assez cette façon de vendre leurs biens, ou c'est autre chose? Est-ce que les gens ne connaissent pas assez, ou il y a un autre problème quelque part? Je pense qu'il y a un problème d'éthique. Il y a un problème Pour les... d'éthique. Oui, pour les vendeurs, parce qu'en fait, il est à mon avis, hein, dans la tête des gens, on a acheté une maison, on le transmet à ses enfants. Et d'une. Et les enfants, est-ce qu'ils se rendent bien compte que les parents ont besoin d'argent? J'en suis pas convaincu. De l'autre côté, on n'est pas obligé de transmettre la maison, on peut transmettre l'argent. Oui, mais ceux qui ont que la maison, qui n'ont pas de sous. Oui, mais quand on a vendu en viager, on a quand même touché de l'argent. Cet argent, on pourrait toujours le transmettre aux enfants. Après, j'ai pas la réponse à tout. Moi, je te donne mon a priori, hein. Je pense qu'il y a un problème d'éthique, de communication et aussi de mésinformation. Ils savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas au courant en fait qu'il y a cette option-là. J'en D'accord. suis sûr. De toute façon, moi, je suis en train de travailler avec Thibaut et avec Guillaume pour justement faire exactement ce que je vais faire avec toi sur la défisque. Je vais faire une belle conférence en vidéoconférence encore, accessible à tout le public, qui va être justement rediffusée sur YouTube et partout pour justement expliquer aux gens pourquoi il faut passer par le viager. Dans certains cas, bien sûr, en tant que vendeur, bien sûr, c'est pas adapté à tout le monde de vendre en viager, mais il faut que les gens connaissent ça. Maintenant, toi, pourquoi au final, tu as décidé de travailler dans le viager? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Ce qui m'a plu là-dedans, c'est Parce que, est-ce que tu vas quand même travailler avec une population différente que la ce qui m'a plupart plu- des... le premier sentiment qui m'a plu, c'est que c'est une niche. C'est un marché de niche. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence pour vendre. Parce qu'au départ, quand on s'engage sur une activité commerciale, c'est parce qu'on a l'idée que ça va être rémunérateur, ce qui est logique. Ça, c'est le premier point. C'était vraiment, j'avais l'impression de ne pas faire l'immobilier traditionnel et qu'on était vraiment sur quelque chose de différent. Et après, en découvrant le système, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que moi, je pensais au départ que le viager, on récupérait le bien que quand les gens décédaient. Parce que je n'y connaissais rien, en fait. Et on s'aperçoit qu'on peut le récupérer si les gens quittent le bien. Libération anticipée. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est quelque chose d'énorme, les gens ne le savent pas, ça. Donc, commercialement, je pensais que ce serait, entre guillemets, simple à vendre. Je le pensais, je le pense. Hmm. Et après ben, on s'aperçoit qu'on a une relation, comme je disais à l'instant, on a une relation forte avec les vendeurs et c'est un métier de contact et je trouvais ça sympa. Si tu devais choisir maintenant entre la défisque et le neuf, tu ferais quoi? Entre des fiscales viagers. Oui, excuse-moi, la défisque et le viager. Franchement, s'il y avait un gros stock roulant de viagers, le viager est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à vendre. Facile. Si je travaillais la facilité, je pense que le viager, ce serait top. Donc notre travail à nous, c'est d'augmenter la communication autour des vendeurs pour qu'ils comprennent que c'est une option et de justement surmonter le fait qu'il y ait une pénurie de biens. C'est ça notre travail au final. Ah, il y a une pénurie de biens, c'est évident. Maintenant, s'il y avait des biens, si j'avais 15 biens en roulement, vendre, c'est pas compliqué, hein. Mais C'est est-ce d'avoir qu'il y le a bien. une pénurie de biens à Bordeaux ou il y a une pénurie de biens en France en général? Je pense que globalement, alors moi je parle de Bordeaux, mais j'ai un grand secteur, hein, si je vais par là, hein. J'ai le bassin d'Arcachon, où les gens sont censés être âgés. D'ailleurs, sur les biens que j'ai, ceux qui tiennent la route sont sur le bassin d'Arcachon. Mais il y en a quand même très peu. Donc, plus on aura de biens, plus ça va être de beaux investissements pour les investisseurs au final. Un investisseur, c'est quelque chose d'intéressant pour lui au final. Oui, oui. C'est une vraie diversification. Quand les gens ont déjà. Il y en a qui sont garnis de tout. Ils ont fait de la défisque, ils ont fait du déficit foncier, ils ont fait du loueur meublé, ils ont fait la nue propriété. Ils se disent, mais tiens, qu'est-ce que je ferais bien de plus, hein? Et le viager s'y prête. Frédéric, si jamais je te posais une question maintenant en tant qu'indépendant, tu vois, tu as fait une certaine. Ça fait combien de temps que tu es indépendant? Combien de temps en tout? Si je cumule tout, Oui. c'est pas 10 ans. 10 ans d'indépendance. OK. Euh, Plus 15 ans, ouais. 15 ans. 15 ans?
Si tu devais, maintenant, on remontait le temps, on prend une machine à remonter le temps et on revient en arrière quand tu étais jeune, quand tu avais 25 ans. Qu'est-ce que tu te conseillerais de faire pour arriver un peu plus loin aujourd'hui? De m'entourer des bonnes personnes. Qu'est-ce qui t'a manqué? Quel genre de personne t'as pas rencontré, par exemple? Disons que j'ai pas rencontré de gens compétents et qui voyaient grand, quoi, peut-être. Oui, mais est-ce que tu mets ça au hasard? C'est un peu le hasard, ça, de rencontrer les bonnes personnes, non? Oui, c'est le hasard. Donc, viens, tu vas te donner un bon conseil à toi-même quand tu avais 25 ans, mais qui n'est pas lié au hasard. Quelque chose que tu as appris avec le temps qui t'a été très utile. Alors moi, personnellement, je pense pas que c'est le hasard de rencontrer les bonnes personnes, hein. J'ai dit ça comme ça en réalité, mais je pense qu'on crée ces opportunités. Il suffit d'aller bien étudier, il suffit d'aller à l'école, il suffit d'aller travailler, il suffit de choisir les partenaires avec qui on bosse et au fur et à mesure, on rencontre des bonnes personnes. Mais si on glande sur la PS4 tous les jours et on regarde YouTube du matin au soir, on rencontrera personne. Donc en travaillant, en rencontrant les gens, en s'intéressant, en étant curieux, on rencontre plein de gens intéressants. Mais encore une fois, je te pose la question, 25 ans en arrière, 30 ans en arrière, tu es tout jeune et tu te rencontres toi jeune, comme dans Retour vers le futur. Qu'est-ce que tu te donnes comme conseil parce que tu l'as appris avec le temps. Tu as mis 10 ans, 15 ans dans l'indépendance, tu as appris plein de choses. Et le meilleur conseil que tu pourrais te donner pour raccourcir pas mal de choses, Créer- pour éviter des erreurs, ce serait quoi? de créer un réseau. Créer Un un réseau. réseau professionnel. C'est quelque chose que tu n'as pas commencé tôt, en fait. Non. Et c'est très, très, très long. C'est extrêmement long. Et j'y travaille tous les jours. Ouais, tous les jours. Mais on en parle assez tous les matins, mais c'est tout un travail, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois que si jamais à 25 ans, tu aurais pu créer le réseau professionnel que tu aurais eu besoin maintenant à 47 ans? C'est quand même des gens différents que tu as rencontrés sur le chemin. Je Ou tu pense vas te qu'on se met. sensibiliser à toi-même en te disant, attention, fais gaffe, garde tes contacts très proches de toi et essaye de les suivre. C'est à peu près ça le conseil que tu te donnerais? Non, c'est-à-dire que je pense que quand on est jeune, on se met des barrières. On n'a pas assez confiance en soi et on ne va pas viser assez loin. Voilà. Est-ce que tu ferais un autre choix de carrière? Je raccourcirai, je raccourcirai certaines choses. Ouais. Qu'est-ce que tu raccourcirais? Je raccourcirai la grande distribution. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Tu enlèverais cette période-là? T'as vraiment rien appris à cette époque-là? Non. Non, rien d'intéressant. À part que tu aimais pas ça. Une rigueur de gestion. Mais bon, on l'apprend en une semaine. Ouais, pas besoin de travailler 4 ans pour ça. Euh, euh, pour être un bon négociateur en immobilier, que ce soit dans la défise, dans le neuf ou dans le viager, qu'est-ce qu'il faut comme qualité à ton avis? Comme Comme qualité, la même qualité du vrai vendeur. c'est-à-dire, écoute, Écoute, tout le monde te dit tout. ouais. Et J'en- quel défaut que tu pourrais remarquer chez la majorité des négociateurs en immobilier qu'ils ont et qu'il faudrait qu'ils bannissent? Et qu'ils arrêtent de parler d'eux, qu'ils se la racontent. Bon, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui quand même. Non, mais c'est l'écoute en final. C'est si tu te tais, t'écoutes en général. Évidemment. Est-ce là aujourd'hui, tu es dans l'immobilier depuis maintenant 10 ans. Est-ce que pour toi, il y a un autre métier que tu aurais pu faire qui était plus intéressant? Est-ce que tu regardes ta vie à côté et tu dis merde, je suis passé quand même devant une opportunité ou tu dis en fait, mon chemin, c'est celui que j'aime? Moi, ce que j'aime, ouais, la négociation me plaît beaucoup, hein. Me plaît beaucoup parce qu'il y a plusieurs challenges. Il y a réussir à convaincre, etc. Et puis, il y a aussi l'opportunité d'avoir des belles commissions. Même si c'est pas le premier truc qui m'anime, parce que la commission, c'est la récompense, en fait. Donc, je réfléchis, qu'est-ce qui peut aussi bien payer? Ouais, je sais pas, vendre des bateaux de luxe. Mais ça, c'est pour la rémunération au final. Mais est-ce que tu penses que tu aurais rencontré des gens aussi intéressants en vendant des bateaux de luxe que ce que tu fais aujourd'hui?
Est-ce que tu aurais trouvé le même intérêt? Est-ce que tu aurais trouvé les mêmes émotions, les mêmes sensations en vendant des bateaux de luxe? Est-ce que tu aurais aimé ce métier? Parce que tu m'en parles assez souvent. Tous les matins, on se parle pratiquement au B-Morning et tu me dis que tu adores faire ce que tu fais. Est-ce que tu aurais trouvé euh, les mêmes bénéfices dans un autre métier que tu fais aujourd'hui? Peut-être oui, peut-être non. Hein, c'est pas une question piège, hein, c'est juste pour savoir. Je sais. Non, non, tout simplement, en fait, demain, tu me demandes d'aller exploiter un champ de pommes de terre. Je ne resterai pas à petits bras à vendre le kilo par kilo. Je trouverai toujours une solution pour dynamiter le sujet. Je me passionne en fait pour tout. Tout m'intéresse. Donc quand je dis bateau de luxe, franchement, c'est n'importe quoi. C'est parce que le luxe dedans qui était amusant. L'essentiel, c'est que ça paye à la fin. Tu sais que ça fait 57 minutes qu'on parle, mon cher Frédéric? Donc, on a fait le tour d'horizon sur notre chère personnalité qui s'appelle Frédéric Hoffman. Je te préviens que ce ne sera pas notre dernier entretien. La prochaine fois, je voudrais qu'on parle vraiment de viager. Je voudrais qu'on approfondisse ton approche dans le viager et que dans un autre podcast, on approfondira ton approche dans la défisque. Parce que mon objectif final, c'est que les gens te connaissent et que puissent venir et t'appeler et te contacter. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour finir cet entretien? C'était pas trop difficile. Suite au prochain. Ok. Ouais, suite au prochain numéro. Frédéric, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'être livré à nous. On se retrouve très très bientôt, les amis, sur un prochain podcast, surtout avec Frédéric. On parlera de viager en approfondi. On va surtout axer notre discours la prochaine fois sur les acheteurs, sur les vendeurs, pourquoi c'est intéressant pour eux d'acheter, pourquoi c'est intéressant pour eux de vendre. Et je vous promets une conférence avec Thibaut aussi, qui est un expert en viager, qui est plutôt formateur et manager dans le domaine, et où on va faire une belle conférence comme avec Frédéric. Moi, je vous donne rendez-vous dans 1 mois et demi, 2 mois avec Frédéric pour une belle conférence qu'on fera ouverte au public, pour les acheteurs, pour les vendeurs, pour tous ceux qui voudraient investir dans l'immobilier en général. Et on va essayer de leur donner des belles pistes et des belles astuces pour investir leur argent. On est d'accord, Frédéric, ou pas? C'est une promesse. Allez, passez une très bonne journée à tous. Merci Frédéric et à très bientôt.